nos masques, mais malheureusement de votre côté ça ne va pas être possible. Et puis je vous demanderai de ne pas bouger durant la rencontre, en tout cas de ne pas passer devant d'autres personnes. Et lors de la dédicace de venir un à un pour rencontrer Philippe Collin. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Vous êtes producteur de l'émission L'œil du tigre sur France Inter, après avoir réalisé d'autres émissions, vous êtes intéressé à d'autres sujets, mais si je cite celle-ci, c'est parce qu'il est question du sport et va en être question fortement aujourd'hui. Vous étiez l'auteur déjà d'une précédente bande dessinée avec le même dessinateur Sébastien Goethals, Le voyage de Marcel Grob, dans lequel vous racontiez un jeune Alsacien qui était enrôlé de force dans la Waffen-SS en 1944. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est d'une certaine manière pour la suite. La patrie des frères Werner a priori rien à voir avec le précédent album, sauf qu'on est juste dans la suite, avec à peu près la même tranche d'âge. On commence en rencontrant ces deux jeunes enfants dans les décombres, dans les ruines de Berlin en 1945, et on va les suivre jusqu'à un match de la Coupe du Monde de football en 1974, lorsque, au premier tour, l'Allemagne de l'Ouest affronte l'Allemagne de l'Est, et les frères sont dans les deux équipes. L'un, Andreas, joue et sur le terrain pour la RDA, l'autre, Konrad, est intendant, il est dans le staff de l'équipe de RFA, et en plus, cette Coupe du Monde est encore plus particulière puisqu'elle est située en Allemagne et le match a lieu à Hambourg. Je voudrais d'abord que vous me disiez, Philippe Collin, ce match-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Dans la mémoire, il y a des moments très importants du sport. Il y a évidemment Munich en 1972 et les Jeux Olympiques avec l'assassinat d'un grand nombre de personnes et une prise d'otages. D'une toute autre manière, il y a Séville 82 là, avec évidemment l'équipe de France de football et déjà un des protagonistes de cet album-là. Mais pour vous, il représente quoi ce match? Alors, bonsoir à tous et à tous. Déjà, merci d'être venus ce soir. Je suis très heureux que cette tournée ait lieu malgré tout. Voilà, c'est rencontrer des lecteurs et des lectrices et c'est très agréable dans le contexte que nous partageons tous. Donc merci d'être là ce soir, ça me fait très plaisir. Voilà. Pour répondre à votre question, alors en fait, ce match, dans ma mémoire personnelle, il ne représente rien. Je suis né en 1975, le match a lieu l'année précédente, donc je n'ai effectivement aucun souvenir. Mais d'ailleurs, la France a assez peu de souvenirs de ce match. Pour une raison très simple, c'est que le match a lieu donc, le 22 juin 1974, mais en avril, Pompidou meurt. Et donc l'élection présidentielle va occuper tout l'espace politique, médiatique de la France en mai, même avril, mai, juin, il y a la campagne, etc. Giscard est élu, c'est la fin du gaullisme. Donc c'est très important, c'est que partout en Europe, et dans le monde dit libre de l'époque, on parle beaucoup de ce match. C'est la une des journaux, etc. Donc, vous parliez de Munich, évidemment, ça c'est l'attentat, c'est encore autre chose, mais... Il peut y avoir aussi l'affrontement, alors je ne sais plus quelle était l'équipe qui s'était opposée aux soviétiques en water polo, et ça avait fini avec Bien beaucoup sûr. de sang dans la piscine. Mais tout ça sont des matchs de sport, évidemment, qui incarnent une lutte, on va dire, idéologique, mais ce match-là est très particulier, et effectivement, la mémoire française quant à ce match-là est très fébrile, parce qu'elle n'a pas été imprégnée, il y avait trop d'actualités en France. Je répète, quand vous faites le tour des journaux européens de l'époque, ce match est très présent, et d'ailleurs dans la mémoire des gens, en Italie, en Espagne, en Angleterre, est bien plus présente qu'en France. Et pourtant, ce match-là, il est essentiel parce qu'il dépasse complètement le cadre du football, bien sûr. C'est un match qui va incarner... il y a tout ce qu'on voit déjà, et ce qu'on ne voit pas. Mais le match va donc incarner la lutte des deux blocs, du monde dit libre contre le monde dit communiste. C'est un peu le match de la liberté contre l'égalité, quelque part. Et il va incarner donc en 90 minutes, à Hambourg, en Allemagne, tous les enjeux de la guerre froide, 11 hommes contre 11 autres, 22 Allemands sur un stade de football. Et ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Hein. C'est aussi un grand récit d'espionnage. Parce que en réalité, je vais lancer mon récit, je sais pas. On va peut-être y revenir tout à l'heure sur effectivement la dimension espionnage. Il y a peut-être une autre question, parce que vous avez dit effectivement que la mémoire en France n'avait pas conservé le souvenir de ce match-là, et je ne sais pas dire si parmi vous certains en avaient le souvenir. En revanche, si on va aujourd'hui dans les rues allemandes et qu'on demande
aux personnes qui étaient en âge en 74 de regarder ce match, mais aussi aux générations précédentes. Si on leur dit Hambourg 74, est-ce que ça résonne comme immédiatement. Ouais, comme Immédiatement. Et même les gens qui sont jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, à ce propos, Jürgen Sparwasser, qui est donc le buteur est-allemand de ce match, est toujours en vie. Et il répète régulièrement que le jour où il va mourir, il faudra l'enterrer et mettre sur la pierre tombale Hambourg, 22 juin 1974, et tous les Allemands sauront qui est en dessous de cette pierre tombale. En Allemagne, c'est un match, on imagine la puissance du symbole et ce que ça représentait pour le peuple allemand. Donc aujourd'hui encore, tout le monde s'en souvient, même les plus jeunes s'en souviennent, savent ce que c'est. Un truc assez intéressant, c'est que le livre est sorti en Allemagne vendredi, nous sommes mardi, vendredi. Le marché de la bande dessinée ou du roman graphique, comme on dit, n'est pas du tout le même en Allemagne. Hein. C'est beaucoup plus petit, c'est adressé encore à un public assez jeune, etc. Donc nous, on se voit avec une bande dessinée adulte, et donc pour la première fois, la grande maison d'édition allemande a affaire à de la presse généraliste. C'est-à-dire que tout d'un coup, les grands journaux allemands se sont emparés du livre pour l'instant, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est une bande dessinée, mais ça raconte... Ça n'a pas été raconté en Allemagne, hein, ça il faut le savoir. Il y a 2 documentaires qui existent, mais raconter sous forme de récits, etc., ça reste un peu compliqué. Donc pour la première fois, la presse allemande vient, une presse généraliste qui serait l'équivalent du Monde, de Libération ou de Figaro, est venue demander au service de presse allemand le livre. Donc c'est intéressant parce que ça doit sans doute créer quelque chose chez eux qui m'intéresse beaucoup, moi, de mon point de vue extérieur. Quand vous reviendrez, je ne sais pas, pour un prochain album, on vous demandera voilà, quelle réception il y a eu, parce que c'est aussi évidemment le regard de 2 Français sur une histoire entre Allemands. Mais ça crée une neutralité, enfin une sorte de distance, vous voyez. Oui. Il n'y a pas d'affect. Hein. Voilà, je me dis par exemple, j'aimerais bien qu'un auteur allemand s'empare de la guerre d'Algérie, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'un Allemand, un Italien ou un Espagnol aurait comme plus-value, comme neutralité, on va dire, en tout cas comme point de vue extérieur sur cette guerre qu'on n'arrive pas, nous, à traiter. C'est quand même assez intéressant. Hein. On a l'exemple avec Robert Paxton sur la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Absolument. Donc ce serait intéressant de... C'est pour ça, en fait, ce point de vue français sur une histoire allemande, il peut aussi avoir une valeur ajoutée. On a essayé d'être subtil, d'être sur la crête tout le temps, de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Et je me dis peut-être que ça vient du fait qu'on soit français et qu'on soit, en tout cas, en décalé par rapport à leur passé et leur émotion. J'ai relié évidemment cet album La patrie des frères Werner au précédent sur le voyage de Marcel Groff, d'abord parce que c'est vous et puis le même dessinateur Sébastien Goethals, parce que l'histoire se suit. Est-ce que pour vous il y a véritablement un lien entre les deux? Est-ce que déjà quand ce sujet est arrivé, vous vous êtes dit on a encore une histoire où finalement on a des jeunesses qui sont entravées, emprisonnées par quelque chose de plus grand que eux, c'est-à-dire la grande histoire et les idéologies de leur époque? Alors il y a plus qu'un lien, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais pensé dès le départ à un diptyque. Donc il faut savoir que quand Marcel Groff est sorti en octobre 2018, j'avais déjà une version 1 du scénario des frères Werner. En fait, ce qui m'intéressait, c'était en effet de mettre en miroir, en reflet, 2 jeunesses européennes, une française, une allemande, face à la fatalité de l'histoire. Et du coup, je me disais, Grob, c'est une jeunesse française qui est kidnappée par les nazis, broyée par la guerre. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 10-12 ans en Allemagne en mai 1945? De quoi on est responsable? De pas grand-chose, de rien, à vrai dire. On n'est pas responsable de NSDAP, du parti nazi. On n'est pas responsable de l'accession d'Hitler au pouvoir, mais on doit affronter l'histoire. Un pays banni, dépecé, en ruine. On a 10-12 ans, 2 millions d'orphelins en Allemagne en 1945. 2 millions d'orphelins. Eux ne savent pas, au début, quand on les rencontre à Berlin en 1945, ils ne savent pas où est leur mère. Voilà. Et en réalité... on l'apprend très vite. Bon, on l'apprend très vite, c'est-à-dire qu'en fait, elle est juive, donc elle a été déportée et évidemment exterminée. Et donc... Ce qui m'intéressait, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de 2 enfants, frères, qui vont devoir grandir dans ce pays-là, avec le passé récent qu'ils ont en héritage. Et puis par ailleurs, un des grands contes, parce qu'en fait c'est aussi un conte, un des grands contes de la culture allemande, mais européenne, c'est Hansel et Gretel, qui est un conte des frères Grimm, qui est vraiment un conte allemand de 1812, qui est un conte européen, hein, tout le monde connaît Hansel et Gretel. Et ce qui est intéressant dans Hansel et Gretel, c'est que donc ce sont ces 2 enfants, un frère et une sœur, qui sont abandonnés par leurs parents. Donc ça peut faire aussi écho à une Allemagne qui abandonnerait ses enfants.
2 millions d'orphelins, je répète, et qui vont devoir affronter des embûches et la sorcière cannibale. Et Hansel et Gretel vont s'en sortir parce qu'ils sont solidaires. Ils vont à deux trouver des astuces pour contourner la sorcière qui est aveugle. Et ils vont s'en sortir. Ça, on raconte ça aux enfants. Dans une dictature, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui se serait passé si Hansel, pour s'en sortir, avait dû trahir Gretel? Ça, c'est difficile à raconter aux enfants. Que ton frère ou ta sœur puisse être contraint de te trahir pour s'en sortir. Et en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de me dire un frère, deux frères, comme un conte, seul, responsable de rien, face à l'histoire. Et ils vont rencontrer un ogre, qui est donc le colonel Grenao, qui est la sorcière, si on veut, qui est donc le Stasi, donc la police soviétique est-allemande, les blocs de l'Est. Ils croisent le colonel Grenao qui va leur proposer un pacte, presque une damnation. La sorcière. Et c'est la première fois où ils sont vraiment confrontés à des adultes, parce que vous les racontez d'abord à différents moments, oui, 45 et dans les années 53, au moment de la mort de Staline et après. Et ils sont vraiment, il y a la relation fraternelle qui est extrêmement importante, et vous insistez dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que ils disent combien c'est important qu'ils soient ensemble, la solidarité, la protection. Il y en a un qui va un peu moins bien que l'autre. Et là, c'est ça en fait, c'est qu'on les recrute, on les force finalement à faire un choix qu'ils n'auraient pas voulu faire, de rejoindre le pouvoir, c'est ça, ou la mort, c'est ça, ou l'effacement, ou la disparition. Oui, c'est à nouveau l'enrôlement de force. C'est à nouveau la fatalité de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'histoire descend à hauteur des hommes et des femmes? Et donc ces deux gamins qui sont adolescents, puisqu'ils sont un peu plus tard, c'est un peu plus tard que 45, ils seront recrutés par la Stasi, c'est en 53, au moment des grandes émeutes à Leipzig notamment, au sein de la RDA, qui va être d'ailleurs maté par l'Union soviétique. Ils se retrouvent là tous les deux en difficulté, l'un est en difficulté, et donc c'est le puiné, et l'aîné, pour protéger son frère, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus Conrad et Andreas et voilà. Conrad étant l'aîné, il a en charge son jeune frère. Donc pour le protéger, comme on protège un frère ou une sœur, il va accepter le pacte que lui propose Grenao et d'être intégré malgré eux à la Stasi. Et ensuite se met en place la mécanique de la formation, de la propagande, de la manipulation, pour former ces deux gamins, comme de nombreux autres agents de la Stasi. Il y aura en tout 90 000 agents de la Stasi, dans un pays de 17 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup. Et Grenao a existé. Grenao est un agent recruteur qui s'occupe de former les meilleurs espions de la RDA. Les former, et puis aussi de complètement laver le cerveau, parce qu'il y a aussi l'insurrection de Budapest qui est contemporaine de l'un des épisodes de votre histoire. Il y a différents épisodes ainsi, et vous racontez de la part des cadres de la Stasi tous les discours de protection, de force de la RDA, et on peut se demander d'ailleurs jusqu'où est-ce que ces deux frères Werner croient vraiment dans ces discours. En tout cas, comment dire, la RDA, quand elle naît en 1949, elle est un grand espoir, un espoir immense. Le début de l'hymne national est-allemand, c'est né des ruines, tourné vers l'avenir. Le projet est très, très humaniste à la base. Vous savez, le mur de Berlin va être appelé le mur antifasciste, c'est-à-dire que pour eux, c'est la véritable Allemagne. Je dis ça parce que quand on est 10, 12, 15 ans, et quand on a 10 ou 15 ans, et qu'on est face à cette proposition de futur, on peut être séduit, on peut être manipulé. C'est sans cesse rappelé, la période nazie est sans cesse rappelée dans leur formation. Mais comme c'était le cas à l'époque, voilà, par exemple, vous savez, en 1925, il y a un jeune militant communiste qui s'appelait Weineck, je crois, voilà, qu'on appellera plus tard en RDA le petit trompette, der Kleine Trompeter, qui était donc un martyr de la RDA. Parce qu'il jouait de la trompette, ce qu'on appelle le Front Rouge, qui est donc le Front communiste au début de Weimar, et donc il s'affronte dans la rue nazie, en 1925, c'est entre deux guerres, et il va être un des martyrs de la cause communiste. Je dis ça parce que le petit trompette, donc est mort assassiné par la police dite réactionnaire du communiste, va être un grand héros de la RDA et un modèle pour ses enfants. C'est-à-dire que tout d'un coup, on met en avant le petit trompette et quand on est adolescent, on crée des héros, vous voyez ce que je veux dire, et on peut s'identifier à un héros.
Et le petit trompette va être le grand héros de la formation des jeunes agents de la Stasi en RDA. Et évidemment, les deux gamins se reconnaissent dans le petit trompette. Et donc tout au long de leur formation, on leur inocule une manière de penser, quoi, et qui contre l'autre bloc, systématiquement. Et on peut penser que, en tout cas, les deux y croient au départ. Après, il y aura une fracture qui va se créer. Mais au départ, je pense que les deux enfants, c'était une patrie à deux, en vérité. Hein. Deux frères, c'est une patrie à deux. Malgré le grand trou, parce que c'est intéressant ce que venait de dire Philippe Collin sur le fait qu'on se construit des héros, donc on choisit aussi les héros, et que le début de l'hymne allemand parle de ruine, on peut se demander de quelle ruine on parle. Vous l'avez dit au tout début, les frères Werner sont nés d'une mère juive, oui, déportée et morte à Ravensbrück, où on érige un mémorial, mais on ne parle pas du tout des Juifs. Cette faille-là, ce trou-là, cette absence-là, qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'on a aujourd'hui toujours le discours que l'Allemagne de l'Ouest a bien fait son procès contre son histoire, assez bien dénazifié, mais pas l'Allemagne de l'Est. Or, dans votre récit, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus complexe que d'une part, l'Allemagne de l'Ouest a mis beaucoup de temps à opérer cette dénazification. Évidemment, il y a le grand moment de Nuremberg. Bon, évidemment, voilà, on s'est débarrassé des plus visibles. Mais après, durant 25 ans... Fritz Bauer dans les années 60. Exactement. Et par exemple, le chancelier ouest-allemand qui va succéder à Konrad Adenauer s'appelle Kissinger. Kissinger était un ancien membre du parti nazi que Beate Klarsfeld, la femme de Serge Klarsfeld, va venir gifler devant tout le monde au congrès de la CDU. On est dans 68. On est 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chancelier ouest-allemand est un ancien nazi. Donc quand la RDA dit « nous sommes la véritable Allemagne », en face, ils n'ont pas dénazifié, c'est une réalité. Ils vont mettre beaucoup de temps. On évoquait Fritz Bauer, évidemment, le juge Fritz Bauer, il est un excellent juge. Qui a donné Eichmann et qui a incité au procès de qui a permis d'attraper Eichmann en Amérique du Sud. Et donc ils ont mis du temps à dénazifier réellement. Et du côté est-allemand, il y a un autre problème, c'est qu'on appartient au bloc soviétique, en tout cas on est satellite, on est jeune pays frère, et il y a toute une philosophie qui fait qu'on raconte que ce qui compte, c'est le genre humain. Donc il n'y a pas de particularisme, il n'y a pas de nationalisme, surtout pas de nationalité, pas de religion. Donc tous les mémoriaux qui sont mis en place des camps de concentration sur l'ex-territoire de la RDA, comme Ravensbrück appartenait à la RDA, sur le territoire, je veux dire, de la géographie de la RDA, on ne mentionne jamais la spécificité juive des massacres pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Donc les jeunes enfants qui grandissent en RDA n'ont pas accès à cette dimension de la Seconde Guerre mondiale. Ils savent que leur mère est morte parce qu'elle était juive. Évidemment, Andreas, lui qui est le petit, sait que sa mère est morte parce qu'elle était juive. Elle a été arrêtée parce que juive. Or, c'est intéressant parce que les deux frères vont là pour la première fois s'opposer, puisque Konrad, qui est l'aîné, adhère à cette idéologie, mais pour le genre humain. Demain sera le genre humain. Donc, au nom du communisme, au nom de l'international, on va s'émanciper de cette identité. Et le jeune frère dit, mais non, nous sommes aussi juifs. Maman est morte parce qu'elle était juive. Donc est-ce qu'on doit nier ça, etc. Et ça me pose problème que dans le mémorial de Ravensbrück, jamais il n'ait fait mention de la Shoah en Allemagne de l'Est. C'est intéressant parce que ça a duré pendant 50 ans. C'est-à-dire que cette négation de la Shoah en ex-Allemagne de l'Est est un travail de mémoire non fait, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant d'observer, il y a des multifacteurs à cette réalité, mais les scores de l'AfD, donc qui est le parti néo-nazi en Allemagne aujourd'hui, les plus hauts scores de l'AfD se font en ex-Allemagne de l'Est. Pour plusieurs raisons, c'est multifactoriel évidemment. Ça, c'en est une, le fait qu'il n'y ait pas eu ce travail de mémoire. Complètement. Et c'est vraiment très intéressant. Ça parle d'aujourd'hui. À Chemnitz, par exemple, les scores de l'AfD sont impressionnants. Mais parce que c'est plus compliqué qu'en ex-Allemagne de l'Ouest. Vous savez, le mur a disparu, bien sûr, mais il y a un mur fantôme. Aujourd'hui en Allemagne, il y a un mur fantôme. Le mur économiquement, géographiquement, footballistiquement. Toutes les équipes de l'ex-RDA ont disparu de la Bundesliga. Il reste le Leipzig
mais l'affiche c'est le Red Bull, c'est un club qui a été racheté sous licence américaine, ou australienne, je sais pas. Autrichienne, pardon, voilà, excusez-moi. Mais donc du coup, il n'y a plus aucun club. Vous voyez, il n'y a plus aucun club qui est en Bundesliga. Donc ce rideau de fer, enfin ce mur de Berlin qui a disparu, il existe, c'est un mur fantôme. Et ça se retrouve dans les élections aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Et cette manière, enfin vous le mettez aussi en scène avec les frères Werner, dans cette manière de répondre ou non aux ordres entre l'un qui adhère complètement au projet que vous avez raconté de la RDA, et l'autre qui est dans son histoire familiale, dans son histoire singulière, Andreas. Donc très tôt, on voit qu'ils n'ont pas le même rapport aux ordres, que l'un est profondément convaincu et que l'autre est profondément ancré dans sa personne et dans sa propre histoire et dans son désir de vengeance, puisque les Juifs n'existent pas. En revanche, les tortionnaires, ils sont toujours là. Voilà. Et ça, je ne vais pas raconter la scène parce que ça... Pour ça, j'essaie de rester ouvert. Je vais la laisser au lecteur, mais c'est vrai qu'Andreas va outrepasser un ordre au nom de son histoire à lui, familiale et presque identitaire. Donc il va outrepasser un ordre qui va le conduire à une punition, et qui va être la deuxième rupture entre les frères. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un aîné et un puîné. Et ça raconte aussi comment un aîné peut répondre à des injonctions, et comment un puîné s'arrange avec ça, et comment on grandit quand on est un jeune frère. Hein, majoritairement, on a tous des frères ou des sœurs, les enfants uniques sont plutôt minoritaires. Donc qu'est-ce que c'est que la position d'un aîné ou d'un puîné, hein? Qu'est-ce que c'est quand on a une grande sœur, une petite sœur, un petit frère, un grand frère? Qu'est-ce qu'on fait? Ça raconte ça aussi. Jusqu'à la trahison. Et c'est là où je pense que c'est peut-être compliqué pour le lecteur d'accepter ça, mais ça raconte une dictature. Est-ce qu'on est prêt à... Vous savez que c'est comme... ça qui est intéressant, c'est que un frère, c'est un autre, mais qui est un même. Hein, c'est le même. Un autre qui est le même. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'autre qui est même vous trahit? C'est toujours un peu effroyable, ça. Mais ce qui est plus effroyable, c'est comme il est même. Vous comprenez peut-être pourquoi il vous a trahi. Et peut-être que même au fond de vous, vous savez que vous pouvez trahir. Et ça qui est difficile à accepter, c'est que tout d'un coup, vous êtes trahi par l'autre qui est même, c'est affreux. Mais au fond, on est tous capables de trahir l'autre, même quand c'est un même. C'est ce qu'on essaie de raconter. Mais on va jusqu'au bout, c'est que si on peut comprendre l'autre qui trahit, qui est même, peut-être qu'on peut voir poindre une indulgence, poindre une réconciliation. Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, c'est une question qu'on pose jusqu'à... Parce qu'il y a 2 frères, il y a 2 sœurs, 2 Allemagnes, face à face. Donc voilà, c'est aussi toute cette fracture-là. Les 2 frères sont aussi l'incarnation des 2 Allemagnes. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, sur cette image de Sébastien, je fais 2 secondes sur la une, sur la couverture, c'est que donc, tout au fond de l'image, il y a ce cercle, vous voyez. Et en fait, il y a la séparation des 2 frères, il y a l'union, et puis il y a ce côté, vous voyez, un peu d'auréole, c'est 2 angelots. Vous voyez, il y a 2 poutis, en fait, 2 poutis italiens. Et ils sont séparés par une ligne. C'est aussi une cible, peut-être, de l'Ashtasie qui peut les cibler. Mais ils sont réunis et séparés. C'est une sorte d'allégorie de l'Allemagne d'après-guerre jusqu'aux années 80. Voilà. C'est un mur, en fait. C'est un mur. Voilà. Et ils vont se retrouver rapidement de part et d'autre du mur, même si le mur il est construit plus tard en 61, et notamment avec le sport, parce qu'on n'a pas encore parlé de sport à part au tout début, Philippe Collin, et c'est important, avant de parler de ce match de 1974 opposant les 2 d'Allemagne lors de la Coupe du Monde, que l'on comprenne comment est-ce qu'ils en arrivent à s'approcher du sport, puisqu'a priori, ils en sont loin. C'est pour la surveillance plus que pour la pratique sportive qui se retrouvent l'un et l'autre, l'un à l'ouest, l'autre à l'est, approchés puis intégrés au sport. Alors il faut revenir un petit peu en arrière. Et c'est très important. Donc l'Allemagne est séparée après la Seconde Guerre mondiale. La RDA est créée en 1949. La RFA juste l'année précédente. Et puis tout est figé. Pays banni, point barre. Or, en 1954, il y a une Coupe du Monde de football qui a lieu en Suisse. Elle s'appelle aujourd'hui le Miracle de Berne contre le football. Il se trouve que la RFA va gagner sa première Coupe du Monde face à la grande équipe de Hongrie, 3-2 à la surprise générale. Miracle de Berne. Et ce n'est pas rien du tout. Parce que c'est la première fois que l'Allemagne revient dans le concert des nations avec une victoire qui n'est pas une victoire militaire, qui est une victoire sportive, qui a eu un impact immense sur la population ouest-allemande. C'est la grande joie.
Helmut Kohl a dit beaucoup plus tard qu'il était enfant à cette époque-là, et c'est la première fois où il se sent un peu fier d'être allemand sans avoir honte. Donc c'est aujourd'hui encore, hein, quand vous parlez à une génération d'après-guerre et d'avant-guerre, ils sont de plus en plus vieux malheureusement, mais c'est un moment très important dans leur histoire de la société ouest-allemande. Et on pourrait d'ailleurs parler pendant très longtemps de ce match, parce que c'est à la fois ambigu en Allemagne. Le speaker de ce match-là est un monsieur qui a été formé avant la Seconde Guerre mondiale par les nazis, et il commente le match avec des mots très ambigus. Donc l'Allemagne à la fois est fière de cette victoire, mais lui renoue avec un discours d'Allemagne belliqueuse, conquérante, vainqueur. Donc c'est très compliqué en Allemagne, mais c'est important. Il faut savoir qu'à l'époque, ce match-là a été écouté beaucoup en Allemagne de l'Est, mais que les gamins qui sont là, les jeunes Est-Allemands, ne peuvent pas profiter de cette victoire, parce qu'ils ne sont pas du bon côté du rideau de fer. Donc c'est une grande frustration. Mais surtout, les dirigeants de la RDA prennent conscience de l'impact à la fois du football sur la scène européenne et sur la population. Ils ne veulent pas que la population est-allemande devienne fan, entre guillemets, supporter de la RFA et des clubs ouest-allemands. C'est-à-dire que la réputation qu'a eu l'Allemagne de l'Est, mais un peu plus tardive, de surdoper ses athlètes, notamment de mettre enceinte ses athlètes féminins, finalement trouve ses origines à ce moment-là, dans l'investissement de la part des dirigeants dans le sport. Ça c'est très important, parce qu'en fait là on est victime ce soir d'une propagande de l'Ouest. Ouais. Parce que pour l'instant... Il n'est pas question de ça du tout dans l'album, mais je tire. Ceux qui sont dopés, d'abord en 54, c'est l'Allemagne de l'Ouest. On l'a appris en 2008, la fédération de football allemande du coup a reconnu qu'en 54, l'équipe ouest-allemande était dopée. Donc déjà, ceux qui sont dopés, ceux qui gagnent en 54, c'est la RFA. Bon, ça c'est tout le dire. Ensuite, donc, je disais que les dirigeants est-allemands sont très inquiets de ça. Donc ils décident de mettre en place une politique de football en Allemagne de l'Est, dès 1954. On sera 20 ans plus tard, 1974. Pendant 20 ans, ils vont mettre en place une école de football. Et ils vont, alors c'est un petit pays, 17 millions de personnes, c'est très peu. Ils vont réussir à créer une équipe compétitive qui va d'abord remporter la médaille de bronze au JO de Munich en 72 et se qualifier pour la Coupe du Monde de football 74. Extraordinaire. Petite équipe, pas grand monde, petits joueurs, amateurs, techniques, mais bon. Mais ils sont qualifiés. Merveille. Parce que dans une guerre froide, il y a des frontières. Évidemment, il y a le Vietnam, évidemment, il y a l'Asie, il y a l'Afrique. On se base sur des frontières. Mais il n'y a pas de front face à face. Le sport est un des fronts de la guerre froide, évidemment. Et Honecker, qui arrive au pouvoir en 71, comprend très bien l'intérêt du sport pour faire résonner l'hymne national est-allemand et le drapeau est-allemand sur tous les podiums du monde entier. Donc c'est très important pour lui. C'est très très important. Et puis en janvier 1974, il y a le tirage au sort de cette Coupe du Monde avec les poules de qualification. Et là, il y a un jeune gamin qui a 10 ans, qui a un blond ouest-allemand, berlinois, qui va donc d'une main innocente tirer les poules. Et là, il commence par tirer la première équipe, Australie. Deuxième équipe, Chili. Troisième équipe, RFA. Quatrième équipe, RDA. Et alors là, donc les images existent. C'est un grand amphithéâtre en Allemagne. Donc la presse mondiale est réunie pour la conférence de presse. Et là, il y a d'abord un silence dans la salle. Et puis en plus, après, il y a l'effroi. Là, tout le monde se dit que ce n'est pas vrai. En fait, ce match est improbable. Ça va se passer en Allemagne. Cette Coupe du Monde aurait pu avoir lieu au Japon, au Canada ou en France. Elle a lieu en Allemagne. Le match programmé à Hambourg, sur le sol allemand. Donc c'est inouï. C'est inouï. Et là, il se passe deux choses au niveau du SED, qui est le Parti communiste est-allemand. Il y a des tensions dans le parti. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affronte ce match ou pas? Premier problème, ce gamin qui a la main innocente a fait une première grosse bêtise en tirant le Chili, parce que il faut savoir que l'URSS était en match d'appui quelques mois avant la Coupe du Monde pour se qualifier. C'est un match de, on va dire, un tour supplémentaire pour que deux équipes puissent se qualifier. Et l'URSS a refusé d'aller jouer contre le Chili parce que Pinochet, depuis septembre 1973. Donc il y a le match, le stade de la honte, où il y a la torture des militants extrême gauche par Pinochet, donc l'URSS dit on n'ira pas jouer au Chili, donc ils sont disqualifiés.
Donc premier coup de fil de Brejnev à Honecker, il me dit tu vas pas y aller. Hein. Nous on n'y est pas, tu vas pas y aller. Tu vas être solidaire du grand frère soviétique, il n'est pas question que tu ailles faire cette Coupe du Monde. Parce que par solidarité. Donc premier problème pour Honecker. Second problème, c'est que tout l'entourage de Honecker lui dit mais tu te rends pas compte. En face, c'est Franz Beckenbauer, c'est Paul Breitner, c'est Sepp Maier, c'est Bertie Vogts, c'est la meilleure équipe du monde, elle va d'ailleurs être championne du monde quelques semaines plus tard, hein, c'est la fin de l'histoire. On ne va pas aller affronter cette équipe, on va prendre une rouste. Ça va être notre système contre le leur, et on va montrer aux yeux du monde qu'on est ridicule, et que notre système ne marche pas, que le football bourgeois est plus fort que le football ouvrier. Donc Honecker est pris en étau. Hein. Donc il envoie le président de sa fédération de football au niveau de la FIFA pour dire qu'est-ce qui se passe si jamais on se retire. Et on lui dit pas de problème, tu te retires, c'est $1 milliard d'amende et tu es rayé des instances de football et de sport international. Honecker ne peut pas faire ça. Honecker, il a compris, je vous ai dit que le sport est primordial. D'ailleurs, en 90, une fois que le mur est tombé, il faut quand même savoir que dans le palmarès olympique depuis l'après-guerre, exactement depuis 71, parce qu'avant la RDA n'avait pas le droit de participer aux JO, il y a au palmarès des médailles obtenues, en premier sur la première marche, l'URSS, États-Unis, RDA, 17 millions d'habitants. Beaucoup de dopage, on sait par la suite, mais 17 millions d'habitants, voilà, troisième, on imagine l'enjeu pour eux que c'est. Ils sont la troisième nation au monde en termes de médailles. On s'en souvient, les nages, mais tous les sports, ils étaient venus très très forts. Donc on est casse, il n'est pas question qu'on sorte. Donc on va y aller quand même. Mais donc là, il a tellement peur qu'il va faire appel à Eric Mielke, qui est donc le grand patron de la Stasi depuis 1957, qui est donc, on va dire, le chef de la police politique, un gars assez peu fréquentable, à vrai dire, et qui par ailleurs est un grand fan de football, un immense fan de football. Et il va mettre en place ce qu'on appelle l'opération Cuir, donc Action Leder en allemand, Leder pour le cuir qui est le ballon, qui est une grande opération d'espionnage, qui va commencer dès le mois de janvier, où il va être question d'infiltrer évidemment la propre équipe de la RDA, là pour éviter... Et parce que en fait, effectivement, c'est ce que je permets de vous couper, mais c'est ce que vous mettez en scène avec Sébastien Goethel, c'est les deux trouilles de Honecker. C'est la première, c'est comment vendre à son peuple le fait qu'on va se faire battre. Et la seconde, c'est dans toutes les compétitions internationales, comment faire en sorte qu'il y ait au retour le même nombre de joueurs et le même nombre de supporters qu'à l'aller. Voilà, exactement. Il ne faut surtout pas que pour cette Coupe du Monde, des Est allemands passent à l'Ouest. Parce qu'en termes de communication, donc il faut contrôler tout le monde. Il faut contrôler et l'équipe, le staff et les supporters. Donc du coup, il y a d'abord une question de sécuriser le match. Il faut sécuriser le match. Donc il faut que personne ne sorte du bloc. Hein. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de peser sur le match? Pour essayer de limiter la casse. Perdre, pourquoi pas trop, un match nul, pourquoi pas, qui sait, une victoire, jamais. On peut quand même essayer de peser sur le match. Donc, il y a des rumeurs, parce que c'est officiel, il y a 37 personnes qui vont quitter l'Allemagne de l'Est dans la délégation pour aller jouer ce match à Hambourg. Ils ne vont revenir qu'à 36. C'est important, une personne va disparaître. Ça, c'est prouvé. C'est dans les archives. Et on sait qu'il y a 8 espions de la Stasi dans l'équipe de l'Allemagne. Ça, c'est notifié, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils ont parvenu à infiltrer l'équipe ouest-allemande. Rien ne le prouve. Néanmoins, il y a beaucoup d'éléments très bizarres qui se sont produits quelques semaines et quelques jours avant le match. Par exemple, il y a l'affaire des primes. Ça paraît anodin, c'est très important. Fuite dans la presse, parce qu'il y a Beckenbauer, le Kaiser déjà, mais il y a l'un des joueurs qui est fortement suspecté d'avoir des accointances, en tous les cas politiquement, d'être très favorable à la gauche et au bloc de gauche. Il s'appelle Paul Breitner, un grand défenseur ouest-allemand, qui est une sorte de héros de la contre-culture européenne. Voilà. Et ce qui est important de préciser les choses, c'est que au tout début du XXe siècle, le football est très mal vu en Allemagne. Très mal vu parce qu'en fait c'est un sport qui vient de l'Angleterre, qui est importé en Allemagne par les migrants allemands qui sont allés faire des assurances, de la banque. Il est question d'un jeu où on joue aussi pour de l'argent. Vous voyez, on commence à être professionnel. En Allemagne, c'est très mal vu. Le sport en Allemagne, c'est la gymnastique. C'est le corps social. On doit avoir un corps fort pour un corps militaire. Il est question de se battre. Quand on est un soldat allemand, on fait de la gymnastique. Donc culturellement, c'est la gymnastique, c'est très important. Donc le football est très mal vu, notamment parce qu'il y a cette dimension de l'argent. Et par ailleurs, on pense que c'est un sport cosmopolite, qui n'est pas un sport national. Donc c'est
très mal vu le football, et ça va être très longtemps, très très longtemps. Et d'ailleurs la Bundesliga, donc le championnat ouest-allemand, naît seulement en 63, 30 ans après le championnat de France ou le championnat italien par exemple. Donc ça met beaucoup de temps parce que c'est un sport qui est un peu suspect. Mais grâce à 54, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est devenu un sport tout doucement très populaire parce que c'est la Nationalmannschaft. Vous savez, ça c'est le nom de l'équipe allemande, Nationalmannschaft. C'est la seule organisation en Allemagne de l'Ouest, RFA, qui a le droit de récupérer le mot national. Parce que c'est un mot qui est banni en Allemagne. C'est le socialisme, évidemment. Donc on a le droit de s'appeler Nationalmannschaft. Donc c'est une sorte de soupape pour le peuple ouest-allemand, cette équipe de Nationalmannschaft. Mais on ne joue pas pour de l'argent. On joue pour la patrie. Quand on porte le maillot blanc, on joue pour la patrie, pas pour le pognon. Or, c'est l'époque dans le football où les footballeurs commencent à se dire que ce sont eux les ouvriers du foot, que les fédérations s'engraissent, que les sponsors s'engraissent, mais qu'eux ne sont pas payés. Donc il y a toute une partie du football européen des années 70 qui va commencer à réclamer de l'argent. Et notamment, il y a l'équipe hollandaise, qui est la grande équipe des Pays-Bas, où il y a Johan Cruyff, qui est un immense joueur de football, qui est un garçon qu'on appelle le 6e ou le 8e Beatles, comme vous voulez, et qui du coup a négocié avec sa fédération une prime de 100 000 florins s'ils sont champions du monde 74 en Allemagne. Ils sont favoris, c'est une grande équipe. Or, il y a une partie de l'équipe ouest-allemande, dont Breitner, qui est au courant de la négociation de cette obtention de la prime. Donc eux vont entamer une négociation avec la fédération ouest-allemande pour avoir une prime de 100 000 Deutschmark s'ils gagnent. Ça crée des tensions dans l'équipe, parce que Beckenbauer, qui incarne une Allemagne, on va dire, de la tradition, pour pas dire autre chose, a du mal avec cet argent. Parce qu'il dit, on porte, alors il va quand même le prendre, l'argent au final, mais il a quand même du mal. Et donc il y a une fracture dans l'équipe. Or, ce qui se passe, c'est que 4 jours avant le match, ça sort dans la presse ouest-allemande. Donc on ne sait pas qui a balancé la négociation secrète et les tensions, mais ça choque beaucoup la population ouest-allemande, que ces gars-là qui portent le maillot veulent jouer pour 100 000 Deutschmark. C'est un vrai scandale de société. Au point que Paul Breitner est montré du doigt comme un mercenaire, parce qu'en fait, Breitner se targue d'être Mao. Il a eu le petit livre rouge. Vous savez, ça qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'elle incarne la RFA des années 60-70. C'est pas du tout un bloc monolithique. Breitner est l'incarnation d'une jeunesse ouest-allemande née après-guerre. Il est antimilitariste, il est hédoniste, il est contre la guerre du Vietnam, il a une coupe afro, c'est Angela Davis. En fait, il le revendique. Et donc il incarne tout. Il n'est pas seul. Bertie Vox à côté de lui, qui est un grand défenseur, incarne cette jeunesse de gauche ouest-allemande face à des gens qui sont plus conservateurs, type le Kaiser, donc Franz Beckenbauer. Et donc c'est tellement dur pour Breitner que l'avant-veille du match, il va quitter l'équipe. Donc il est assis dans le hall de l'hôtel, sur des malles, etc. Il va partir, il est tellement excédé, puis il en a ras-le-bol qu'on ne l'entende pas, parce qu'il a une revendication salariale. C'est-à-dire que nous, l'Afrique du Sud, l'équipe de France, on n'était pas les premiers à faire grève. Exactement, pour des raisons différentes. Parce que Breitner estime qu'il est ouvrier du football, et qu'il doit être payé. En gros, le patron doit donner sa dîme. Et donc, la fédération finit par céder. Mais ça a créé une vraie fracture dans le. Et ce qu'il faut savoir, on va se dire, parce qu'en fait c'est public, à la fin des fins, quand on regarde le match, l'équipe est brisée, ça joue bizarrement, c'est brisé au milieu, et à la fin des fins, la RDA gagne 1-0 quand même. Ce qui est ahurissant. Oui, je rappelle que vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'y croyait, même les autorités étaient en train de préparer comment on va annoncer la défaite. Voilà. Et donc, alors, d'autant plus que la Stasi est partout. Et Honecker a découvert, les mois qui précèdent le match, que dans les champs d'adolescents est-allemands, parce que, je répète, 90 000 agents de la Stasi, c'est quand même beaucoup de gens. On est toujours entouré par un agent, de la famille, des amis, etc. Donc, il y a un rapport qui démontre que les adolescents est-allemands ont dans leur champ d'adolescents des fanions de supporters des équipes des clubs ouest-allemands. Donc Honecker ne peut pas supporter que la RFA gagne. Vous connaissez, pour lui, c'est très compliqué pour sa jeunesse. Donc l'enjeu est énorme. Et ils vont gagner 1-0. Ce qui est complètement... Enfin, pour Honecker, c'est fou. C'est-à-dire que c'est fou. Alors, quel rôle ont pesé les agents là-dedans? On ne le saura jamais. Ça. Oui, parce que c'est peut-être là où il faut venir à ce que je vais proposer d'aborder simplement à la fin, avant de la rencontre, parce que vous mettez donc en scène Andreas Werner, qui est donc l'un des joueurs de foot. Il est kiné. Il est kiné, pardon. Voilà.
Non, oui, Conrad. Non, non, Euh, il y a un kiné et un intendant. Pardon, kiné intendant. Ouais. Voilà. Andreas Et kiné. Kiné, voilà, dans l'équipe de S allemande, et Conrad est intendant dans l'équipe ouest allemande, et vous le mettez en scène justement, essayant d'envenimer les choses au maximum. Dans l'équipe ouest allemande. Dans l'équipe ouest allemande. Et la question, elle est simple, c'est frère Werner, d'où viennent-ils là? Alors, ils viennent du réel, mais ils sont imaginaires. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec un historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, qui a écrit un livre en 2016 sur les Volkskinder, donc ce qu'on appelle des enfants loups. Donc ce sont des orphelins, c'est 2 millions d'orphelins en Allemagne. Et il a dépioté 30 000 dossiers. Et j'ai moi, absorbé son travail, et j'ai été prendre, parmi les centaines de dossiers que j'ai pu compulser, des éléments. Donc les gamins, ils sont nés dans mon imaginaire, mais tout ce qu'ils sont dans leurs détails viennent du réel. Mais j'avais besoin, pour faire passer à la fois un discours, des émotions et puis une ligne de fracture, une trahison, de m'émanciper un petit peu de l'archive. Et puis des rêves, parce que personne ne sait qu'un Allemand de l'Est infiltré à l'Ouest idéalise évidemment le pays pour lequel il travaille, et un Allemand de l'Est qui est à l'Est et qui va découvrir à Hambourg les folles nuits allemandes, rêve évidemment du mode de vie occidental. Bien sûr, et c'est parce qu'en fait, l'historien n'a pas le droit de faire ça. C'est la source, l'historien. On ne peut pas interpréter des sentiments ou projeter dans des rêves ou des pensées. Sauf si quelqu'un écrit son autobiographie. Oui, et encore, le témoignage est toujours... Il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, voilà. Donc une fois qu'on avait composé ces personnages, on s'est autorisé de les projeter dans des sentiments et dans des projections qui sont issues de témoignages, pour le coup. C'est pas, voilà, mais ça nous permet d'avoir une licence poétique pour mettre en place ce qui nous intéresse, nous. Les confrontations, les oppositions, voilà. On a 3 grandes oppositions qui sont les 2 frères face à face, l'impérialisme contre le communisme, et puis 2 équipes de football. Voilà. Mais pour ça, il fallait qu'on intègre dans les 2 équipes nos deux frères. Voilà. C'est aussi un point de vue symbolique, en vérité. Absolument. Que vous avez fait donc avec Sébastien Goethals, qui a dessiné cet album. Et je voudrais que vous nous racontiez justement, peut-être pour terminer, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble. C'est pas le premier album, c'est le second que vous faites ensemble. Mais vous êtes, Philippe Collin, un homme de mots par la radio, évidemment. Parce que la bande dessinée, c'est aussi de l'image. Et il en est fortement question ici, puisqu'il y a certaines pages, notamment des pages de match, qui sont totalement muettes. Racontez-nous comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour aussi que le dessin raconte ce que les mots ne peuvent pas dire. Alors, on travaille beaucoup ensemble avec Sébastien, c'est vraiment une collaboration très... Il est plus que le simple dessinateur et le simple scénariste. Oui. En fait, on s'échange beaucoup l'un l'autre dans nos compétences. Donc, du coup, c'est très agréable. Et vous voyez, par exemple, je prends un exemple très concret. J'avais une angoisse parce qu'en fait, il y a une ellipse dans le temps. On passe de jeune adulte à adulte, et je me disais, bon, comment je fais pour le lecteur? Parce qu'on va sauter 15 ans d'histoire pour que le lecteur comprenne, en tournant la page, que immédiatement ce soit Conrad Werner qui est là, qui a dit. Donc je me prenais la tête et tout, j'étais très angoissé, un garçon angoissé. Et au moment où je réfléchissais à ça, je tombe sur un film de Sergio Leone. Et une fois en Amérique. Ah oui. Et livre de temps. Et je me dis, mais comment il fait pour qu'on comprenne que De Niro, c'est De Niro jeune, De Niro vieux. Voilà. Et tout d'un coup, dans le miroir, il y a un plan génial de Léon qui fait qu'on change de temps. On l'aperçoit sur un cut, dans un miroir, une salle de bain, De Niro enfant, grain de beauté, De Niro adulte, grain de beauté. Bingo. Donc j'appelle Goethals, je lui dis, est-ce qu'on met un grain de beauté comme Léon? Est-ce qu'on peut chauffer un truc à Léon? Évidemment, on chauffe un truc à Léon. Et donc voilà, c'est des échanges continuels. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple sur le football, c'est très important parce que pour les gens qui aiment le football, Sébastien a dessiné un match de football qu'on n'a jamais vu en grammaire audiovisuelle. C'est-à-dire qu'il a fait descendre la caméra, donc son stylo et son pinceau, sur le terrain. Et en fait, c'est très immersif. Et moi, j'étais très impressionné parce qu'il m'a dit, laisse-moi faire le match, parce que tu connais trop le foot, et tu vas m'induire en erreur sur... Donc en fait, pour tout vous dire, dans le scénario, il y a match de foot,
10 pages, c'est un blanc. Il n'y a rien. Il m'a dit, je vais le faire tout seul. Parce que je vais venir avec mon côté novice. Il a regardé le but, je crois, 103 fois. Et puis il s'est dit, je vais prendre tous les angles qu'on n'a pas vus pendant ce but. Mais en fait, du coup, ce qui est formidable, c'est qu'on est immergé avec les joueurs à hauteur d'homme. Et ce qui nous intéresse avec Sébastien, c'est de raconter l'histoire à hauteur d'homme. Faire descendre l'histoire à hauteur d'homme. Et donc, tout le récit, c'est à travers les deux frères, comme c'était à travers Rob, par exemple. Et il a réussi à rentrer dans le stade de foot pour rester au contact des joueurs et des hommes. Et ça, j'étais très impressionné parce que je me suis dit, je savais pas comment il allait s'y prendre, quoi. Et il a ici, en fait, là, ce plan-là, on ne voit pas, je vais le dessiner. Ce plan-là, on ne voit pas, je vais le dessiner. Et il a fait rentrer sa caméra là où on ne la voit jamais, en vérité. On ne la voit jamais. On n'est jamais avec Paul Breitner face au ballon qui arrive dans la surface de réparation, quoi. C'est extraordinaire. Et puis c'est aussi un album dans lequel on est très imprégné parce que c'est un album d'ambiance que vous nous racontez par tout l'imaginaire que nous on peut avoir, qu'il soit réel ou complètement fantasmé, de ce qu'était vivre dans l'Allemagne de l'Est. Mais par l'album, c'est aussi le jeu des couleurs qui est très important. C'est un album avec couleurs, mais c'est pas un album où il y a plein de couleurs en même temps. Il y a des teintes qui sont très, très différentes suivant les moments et qui sont parfois extrêmement, qui renforcent le côté oppressant de l'Allemagne de l'Est. Ça, c'était une décision qui était prise dès le départ. Oui, et en fait, c'est une idée de Sébastien et qui est très bonne, je trouve, c'est que il m'a dit, en fait, tu sais, parfois sur des vieux posters, dans des chambres qu'on laisse un peu au soleil, ou sous un prospectus qu'on laisse, vous savez, dans la bagnole, le soleil vient faire son travail, et puis on a le sentiment qu'il manque une couleur. C'est un peu défraîchi. Et comme on raconte l'histoire d'un monde englouti, qui est un monde qui a disparu, la RDA n'existe plus, c'est un monde qui est la RFA non plus, donc ce monde-là a disparu. Il est dans la mémoire, mais il n'existe plus. Il m'a dit, en fait, je vais mettre des lavis pour faire écho à ce monde disparu, comme si tout d'un coup le temps était venu déjà mettre une patine, et comme s'il manquait une couleur. Ça, c'est important. Et autre chose, c'est qu'on a l'image, nous, à l'Ouest, d'un monde grisâtre, verdâtre, un peu triste. Or, c'est faux. Quand on regarde les images d'archives des 70s en RDA, c'est un pays très coloré. Il faut savoir qu'en RDA, la décennie 70 est une décennie très joyeuse. On est sorti de la fin de la guerre, c'est 20 ans plus tard, 30 ans plus tard presque. Ça va bien en RDA à cette époque-là. Ça va s'écrouler après, bien sûr, mais ça va bien. Ça reste une dictature, mais on mange à sa faim. On est assez fiers du modèle est-allemand. On produit des jeans, beaucoup. On a droit d'écouter de la musique américaine. Il y a un relâchement des griffes de la Stasi dans les 70s. Et donc, quand on regarde les images, c'est très coloré. Il y a beaucoup de couleurs dans les RDA 70. Et donc, on s'est dit, en fait, on va faire de la couleur, mais délavée. La couleur qui est donc, voilà, il y a 45 ans. Le soleil est venu abîmer le poster, enfin, défraîchir le poster. Donc, c'était une vraie réflexion pour aussi qu'on soit immergé dans l'histoire avec une patine du temps. Voilà, c'est à découvrir dans votre album, donc La patrie des frères Werner. Merci beaucoup, Philippe Collin, d'être venu nous en parler. Est-ce que vous avez des questions avant la dédicace? Alors, monsieur d'abord. Oui. Parallèlement à la montée du nazisme en RDA, est-ce que vous sentez un mouvement aussi qui veut travailler sur la mémoire? À l'Est aujourd'hui, alors en fait, ça nous concerne tous, je crois. Y compris que ce soit à Rennes ici, par exemple. Je pense que, vous savez, le mur de Berlin, il structurait la géographie et la psychologie des Européens. On était d'un côté ou de l'autre. Nous étions de l'Ouest, c'était de l'Est. C'était une chose qui était assez évidente. Et puis, le mur est tombé, un horizon s'est dégagé, on a cru qu'on avait gagné, nous, à l'Ouest, que notre modèle était le bon et qu'il s'était effondré. Il se trouve qu'on n'a pas trop réfléchi à ça les uns les autres. On avait gagné, bon sang. La fin de l'histoire. Exactement. La fin de Fukuyama, pardon. Fukuyama. Et du coup, on n'a pas réfléchi à ça. Mais pendant ce temps-là, à l'est de l'Europe, est monté un discours anti-européen, dont on récolte les fruits amers aujourd'hui. Droit et justice en Pologne, Orban en Hongrie, Chemnitz, l'AfD en ex-RDA, on pourrait tous les faire. C'est donc un discours anti-européen d'extrême droite. Ils ont identifié les ennemis, ils se sont créés des héros, ça fonctionne très bien. Et ça arrive chez nous, bien sûr. On n'a pas non plus... Non. On n'a pas de contre-récit à opposer à ça. On n'a pas d'imaginaire européen. C'est un drame. On devrait y réfléchir.
on devrait tous se dire comment est-ce qu'on peut créer un récit à opposer à ça. Parce que je n'ai pas la réponse à votre question en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne de l'Est l'ex-Allemagne de l'Est se sent trahie, délaissée, colonisée comme Helmut Kohl d'ailleurs, colonisée, c'est ce qu'on disait à l'époque, et donc se sent humiliée. C'est pas simple hein, de faire revenir les gens dans une sorte de mesure quand on a été humilié. Donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais on voit que les urnes parlent. Voilà. Donc je pense que ça nous concerne tous. Hein. Le fossé se creuse à nouveau entre l'Est et l'Ouest. Et voilà, je pense qu'on a fanfaronné, malgré nous, hein, on avait gagné. Mais c'est pas perdu. Je crois qu'on est au milieu du fleuve, et puis on est à la merci des courants et des vents. Mais quand même, il y a peut-être moyen de franchir le fleuve. Moi, je crois à ça, c'est peut-être utopiste, mais je crois encore à ça. Donc, il faut penser à créer un récit européen. C'est modestement une petite pierre, un petit caillou. On est français, alors qu'on a une histoire allemande, ça le concerne. C'est pas une histoire allemande, c'est notre histoire. On pourrait me dire, oui, alors tu as fait une histoire allemande, c'est pas vrai. C'est une histoire qui nous concerne tous, c'est une histoire européenne, c'est au cœur de notre histoire. On vient tous de la guerre froide. On vient de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Voilà, c'est pas anodin. Vous voyez, on a pensé, après la chute du mur, qu'il y aura un horizon collectif. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un repli national culturel chez chacun d'entre nous. On s'est tous un petit peu retournés vers nous-mêmes. Tranquillement au départ. On s'en foutait, on avait gagné, c'est la fin de l'histoire. Or, on assiste au retour de l'histoire, avec la tragique. Il faut la force morale pour affronter ça. Je ne sais pas si on a la force morale, mais il faut trouver une force morale pour affronter le retour de l'histoire. On se le prend en pleine face, hein, le retour de l'histoire. Il faut avoir la force morale d'affronter ça. Et pour ça, il faut un récit européen, je crois. Vous savez, c'est sexy l'Europe. C'est sexy. On en a fait un territoire de l'ennui. Alors, il y a des aveuglements, des injustices, il y a des dérèglements. On doit pouvoir sans doute modifier ça. Mais ça ne doit pas disqualifier le ressort qui a fait naître l'Europe. Et c'est sexy l'Europe. C'est sexy. C'est un continent sexy. La nourriture est sexy, la gastronomie est sexy, les paysages sont sexy. C'est sexy ce continent, bordel. Et du coup, on en a peur aujourd'hui. Hein, on a peur de ça. Mais c'est notre responsabilité. C'est comment est-ce qu'on peut essayer ensemble de créer un imaginaire européen. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'on peut être un refuge, voilà, à certaines valeurs. Bon. Maintenant, l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. En face, c'est difficile. Ils ne sont pas là pour rejouer. Voilà. Donc, c'est un grand défi qui nous est imposé à tous. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que je fais pour les autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ça me tenait. Voilà. Il y avait une question, monsieur. Merci. Donc, la formule est connue. Le football, c'est ce sport où 22 Allemands, 22 joueurs, je suis suivant, 22 joueurs sont sur le terrain face à un ballon, et puis finalement, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc là, on sait que c'est l'Allemagne qui va gagner. Mais plus sérieusement, du coup, par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'on a pu voir dans le sport, en particulier le football, le même phénomène que justement dans d'autres activités, c'est-à-dire cette captation par l'Ouest de ce qui pouvait avoir une valeur pour l'intégrer dans le modèle économique occidental, et puis on a entendu un peu avec les clubs, mais est-ce que au niveau des staffs, vous avez parlé aussi justement de ces fonctions, est-ce qu'il y a eu cette aspiration, ce vampirisme en fait, qui a délaissé finalement en termes d'organisation, de structures qui font aussi le sport, juste des joueurs. On parle juste du sport ou de... Ah non, justement, de tout. Enfin, le tout, je pense que certains d'entre nous le connaissent, il y a effectivement énormément de friches industrielles, enfin le Gorbex permet de le découvrir maintenant, mais donc toutes ces activités industrielles en Allemagne de l'Ouest ont été totalement démontées. Complètement. Et ensuite, peut-être parfois remontées, ou bien tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Ouest, mais qu'en est-il pour le sport, sur l'activité sportive, est-ce qu'elle est moins aussi développée Le sport, c'est pas compliqué. À la réunification, on a fusionné les équipes, absorbé les équipes, et systématiquement, les Anglais se sont sortis des équipes nationales. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, il y a un petit peu d'équilibre dans le football, mais pour des raisons très simples. Prenons un sport comme l'aviron, par exemple. C'est intéressant, l'aviron. L'aviron, ils étaient très forts à l'ouest et à l'est. Plus forts à l'est qu'à l'est. Et puis, quand on rame à l'aviron,
soit on passe la main gauche en dessous, ce qui était le cas de l'Allemagne de l'Est, soit la main gauche au-dessus. Deux styles pour ramer sur l'avion. Comme nous avions gagné le monde dit libre, on a intégré les grands champions d'aviron dans les équipes réunifiées, mais on leur a dit, on a gagné. Donc c'est main droite en dessous. Ok? Ça, c'est pas anodin. Parce que c'est très compliqué de changer de... On sait bien, imaginez un pianiste avec vous voyez, c'est des méthodes qu'on apprend quand on est petit, donc c'est des réflexes, etc. Quand vous passez la main au-dessus, vous flinguez les phalanges. Parce qu'en fait, la rame, elle vous flingue les phalanges. Bon, au bout de quelques semaines, vous êtes fracassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rien, mais vous abîmez. La compétition, vous n'y êtes pas. Vous avez des steaks partout au niveau des phalanges. Tout doucement, vous sortez de l'équipe. Et puis vous êtes remplacé par le remplaçant de l'équipe ouest-allemande. Vous voyez? Donc tout doucement, c'est pour ça que je parle d'humiliation et d'absorption. Vous voyez, on parle de l'aviron, du technique, de passer la main au-dessus, la main en dessous. Bon, mais ça parle du détail, mais ça parle de beaucoup de choses. C'est qu'au final, aujourd'hui, les gens qui sont encore de l'Est, alors aujourd'hui c'est un peu différent quand même, on est 30 ans, on fait la réunification samedi, les 30 ans de la réunification, le 3 octobre, c'est un petit peu différent, mais quand même, beaucoup de gens de l'Est, vous voyez, moi pour ce livre-là, on a une documentaliste allemande qui nous a aidé, qui s'appelle Clara Fröhlich, elle est née à Leipzig en 1990. Donc elle a 30 ans, elle est née au moment de la réunification. Mais ses parents et ses grands-parents ont vécu en RDA. Son grand-père était un joueur de l'équipe de la RDA dans les années 50, un défenseur. Aujourd'hui, elle est née en 90, elle est allemande, mais elle porte la mémoire de sa famille. Et elle nous raconte souvent, elle nous dit souvent, je parlais de fantôme, de ce mur-là, elle dit, voilà, je suis de l'Est, je suis allemande de l'Est. Et bien sûr, elle sait ce que ça veut dire, économiquement, culturellement, etc. etc. Mais ça marche pour toute l'Europe. C'est ça que je vais expliquer. C'est qu'on part d'un cas précis, qui est l'Allemagne qui a été scindée, qui a été dépecée, coupée en deux. Bon, mais ça nous concerne tous. Est-ce qu'on s'est préoccupé des souffrances roumaines, hongroises, tchèques, slovaques, de 40 ans d'occupation soviétique? Est-ce qu'on a pris soin de penser? Comment ça va, les gars? On n'a pas pensé à ça. On avait gagné. On avait gagné. Voilà. Donc en fait, c'était comme ça. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que cette humiliation-là, et ce fossé qui se creuse, il raconte ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a absorbé, on s'est dit on prend le meilleur, que tu dégages. C'est quand même la honte, parce que vous avez été communiste, c'est quand même la honte, franchement. Bon, c'est la honte. Donc du coup, vous taisez et vous allez au fond de la classe. Voilà. Et ça, 30 ans après, on en paye les fruits. Enfin, on en paye les fruits amers, vous savez. C'est pour ça que c'est à la fois une réflexion allemande, mais c'est une réflexion européenne. Nous, Français, est-ce qu'on a pris le souci de l'Est? Non, on n'est pas responsable chacun ce soir à Rennes. Je veux dire, on est en c'est des États, mais on forme l'État. Vous voyez, on est chacun dans l'État. Monsieur, ils ne nous doivent rien, en fait, en effet. C'est ça que c'est qu'en fait, ils se sont reconstruits eux-mêmes et ils disent à l'Europe... Mais on leur a imposé beaucoup de choses. Voilà. On leur a fait beaucoup de promesses. Et donc, dans ces cas-là, ils disent l'Europe... Oui, bien sûr. Et surtout, votre pays, on n'en veut pas. Vous voyez, et il y a retour de bâton. On est presque en entendre aujourd'hui à l'extrême droite que c'était mieux ce communisme. On a raté le coche. C'est complètement fou. On a un peu raté le coche, quelque part. On a raté le coche. Vous savez, à la fin de Easy Rider, Dennis Hopper dit à Peter Fonda, on a réussi, mec. Ça y est, quoi. On a vendu la cave, on est pété le tube, on va se droguer, on a réussi. On est les rois du monde. Le bloc de l'Ouest en 90. Et Peter Fonda lui répond, non mec, we blew it. On a tout foiré. On a tout foiré, en fait. On a renoncé à notre idéal, on s'est corrompu avec le fric. Vous voyez? Nous, on a fait window, en fait. On a tout foiré. On avait une occasion d'horizon, mais on s'est dit, non, on a gagné. On a gagné, donc c'est nous, on prend le pognon, on prend tout, puis vous vous taisez, en fait. Voilà. Mais ça crée... Et on a tous, inconsciemment, participé à ça. C'était comme ça, en fait. C'était bon, mais ils nous doivent rien. Et au contraire, aujourd'hui, ils sont en colère, en fait. Ils sont en colère. C'était un peu ce qui s'était passé en 14-18. Oui, ça c'est encore autre chose, parce que oui, mais c'est vrai, c'est l'humiliation qu'on a imposée à l'Allemagne, à qui on a dit c'est vous les fautifs, et vous allez payer pour tout le monde. On voit ce que ça a donné, le terreau de l'SDAP est né là-dessus, né sur Versailles, Donc, voilà, je vous propose de nous arrêter ici, puisqu'il est 19h passé. Un grand merci. Merci à tous vous. les cas. Voilà. Juste la pub.